RDS Valcourt présente le petit paquet. Bienvenue à l'émission François Côté en compagnie de ce bord-là. Oui, ça va. C'est dur à l'envers. C'est inversé, c'est ça. On essaie de se toucher meilleur le doigt. auteur de lutte au Québec. Son nouveau roman, La lutte. Super beau cadeau de Noël. Il est encore temps. Disponible dans tous les bons libraires. De l'autre bord, il y a la grosse face à Morneau. Ouais, pleine de poils. Je suis comme en extra barbe cette semaine. Ouais, moi aussi, là, ça s'en vient, on va être dû pour un ménage. Je suis dû pour du ménage. On va commencer sur une petite note triste. On n'avait pas d'épisode la semaine passée, donc là, évidemment, on n'a pas été dans la mesure d'adresser la nouvelle quand c'est arrivé la semaine passée, mais on sait le triste départ de Pat Patterson. Stéphane, c'est un homme qui a eu un impact énorme sur la lutte telle qu'on la connaît, la WWE, et au-delà de ça aussi, là, partout la culture de la lutte, Pat est un gros morceau dans toute cette je manque de mots. Tu manques de mots. Écoute, je pense qu'on peut ne pas faire d'exagération en disant que Pat Patterson est le Québécois le plus influent de l'histoire de la lutte à cause de sa place qu'il a pris au sein de la WWF de Vince McMahon. Oui, il a eu une très bonne carrière de lutteur avant ça. Il y a eu 20 ans de lutte avant d'être en coulisses où il était considéré comme, avec Ray Stevens, probablement une des meilleures équipes au monde de son époque, peut-être même de tous les temps. Ceux qui l'ont vu à l'époque des années 70 avec Ray Stevens disent que c'est une des meilleures équipes de tous les temps. Mais c'est surtout après que Pat Patterson, oui, premier champion intercontinental, oui, quelques combats avec le Surgeon Slaughter, notamment à la WWF, mais c'est quand il s'est effacé de tout ça qui est devenu un ami proche de Vince. Et c'est Chris Jericho qui l'a dit mieux que je le dirais pas. Pat Patterson, c'est le Yoda de la lutte professionnelle. Les gens gravitaient autour de lui demandaient conseils et il en donnait généreusement. Puis c'est la beauté. On aurait aimé ça être plus proche de la nouvelle, évidemment, pour en parler à chaud. Mais c'est la beauté d'avoir le recul d'une semaine et demie après son décès. C'est que là, depuis, c'est les épisodes de podcast, c'est les articles, c'est les vidéos hommages, les témoignages. Et je n'ai rien vu de négatif sur Pat Patterson. Même les plus ras des commentaires essayaient de ressortir une histoire de scandale sexuel des années 90. Puis même ça colle pas parce que Patterson avait été blanchi. Le gars est juste la bonté incarnée. La seule façon qu'il pouvait te déranger, c'est si une de ses jokes, tu la trouvais pas drôle, puis 10 minutes après, il t'en faisait une que tu trouvais drôle, puis c'est pas grave. J'ai jamais vu ça, honnêtement, dans le monde de la lutte, quelqu'un que... Tu sais, t'as tout le temps des éloges quand quelqu'un décède parce qu'on va se souvenir des bons coups, on va pas essayer de faire exprès de souligner le mauvais. Mais Patterson, c'est une coche plus loin que ça. C'est tout le monde qui l'a croisé de près ou de loin dit d'un qui a été une influence positive, ou carrément que leur carrière serait pas scalée sans l'apport de Pat Patterson. Donc, si vous avez un nom en tête, que ce soit un Bret Hart, un Shawn Michaels, un Jericho, un Steve Austin, un Undertaker, peu importe le nom que vous avez en tête, Pat Patterson a déjà eu les mains en arrière à tirer les ficelles pour un combat, un moment. Il était important à ce point-là. Très, très grand monsieur. J'espère qu'on va s'en souvenir adéquatement dans notre histoire ici au Québec. Là, il y a tellement eu d'hommages le souligner. Puis, tu sais, je ne l'ai jamais côtoyé, je ne l'ai jamais même croisé. Pat Patterson, plusieurs l'ont croisé ici au Québec dans des événements ou quoi que ce soit. Puis ça m'a quand même fait de quoi. Je filais moyen. J'avais eu le réflexe de tout de suite. J'ai envoyé un message à Jean-François Kelly que je savais qu'il était un ami proche de Pat Patterson. La même chose. Tu sais, tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un dans le monde de la lutte qui était proche de Pat. C'était le parrain de tout le monde un peu, le grand-papa gâteau que tout le monde aimait. C'est juste plate qu'il soit plus là. Il manque un bout. Ouais, c'est une grosse perte. Je vous recommande fortement. Il y a eu plusieurs, tu en as parlé, les hommages sont arrivés d'un peu partout cette semaine. Tu as écrit un très bel article sur Balcourbe résumant justement toute la carrière de Pat. Tu as parlé à Jean-François aussi, justement, avoir des anecdotes. Pat Laprade aussi sur Lutte Québec a fait un beau texte. Ils ont fait un très, très, très beau podcast aussi. Avec 2 heures et demie solide. Là.
C'est ça, un gros épisode qui vaut absolument la peine d'être écouté, là, surtout si vous aimez Pat Laprade, si vous aimez Pat Patterson, pardon. Faut que tu aimes un peu Pat Laprade, parce que c'est 2h30 de Laprade. Ouais, ça c'est plus tough, 2h30 de Laprade, mais c'est mais les gars, ils ont fait un super job, ils ont parlé à Raymond Rougeau. Exact. Donc, nos pensées sont avec la famille, avec les amis, avec tout le monde de la lutte, parce que, comme tu dis, c'est une mort qui touche un peu tout le monde, parce que tout le monde avait des beaux souvenirs de lui. Puis, donc, on pense à tout le monde. Puis là, en plus, aujourd'hui, on a eu une autre nouvelle. Il y a on a un autre décès. Tu voulais en parler, Stéphane? Vas-y, parle-nous de ça. C'est pas le même niveau d'impact. L'acteur Tiny Lister est décédé. La nouvelle est sortie ce matin sur TMZ. Pour ceux qui s'en souviennent pas, Tiny Lister, oui, c'est un acteur, mais il s'est mouillé dans le monde de la lutte à la fin des années 80 avec le personnage de Zeus, qui était le méchant opposé à Hulk Hogan dans un film produit par la WWF. Là, je pense que c'est un de leurs premiers où il essayait de percer le No Holds Barred, ce qui avait découlé à une rivalité à SummerSlam où Zeus était venu se battre contre Hogan. Il était allié avec Macho Man qui était méchant. Hogan était allié avec son partner, le Bruce Beefcake. Donc, tu sais, c'était pas un lutteur du tout, c'était juste un acteur un peu musclé, puis il avait dessiné un Z sur le côté de la tête, puis il était donc méchant. Mais tu sais, Tiny Lister a un bagage autre que la lutte, c'est juste que pour nous, les fans de lutte, c'est son apport. Moi, ça a baigné ma jeunesse parce que j'avais 6 ans. J'y croyais, le Zeus avait des poignets en métal, puis qu'il était capable de frapper Hulk Hogan, puis de le blesser en lui donnant des coups dans le dos. Tu crois à ces affaires-là quand tu as 6-7 ans. Fait que la rivalité à SummerSlam, les commentaires sont beaucoup. C'est ça, les commentaires sont beaucoup allés dans ce sens-là. Hein, autant, c'est pas quelqu'un qui a eu nécessairement une grande place là, dans l'histoire de la lutte, mais c'est une période où justement c'était beaucoup dans les années. Quand les gens étaient jeunes, dans les années formatrices là, des gens de notre génération, puis il y a beaucoup de gens qui ont des souvenirs de ce gars-là quand même s'il n'a pas été là particulièrement longtemps. Donc, c'est voilà, pas un acteur connu. Pour nous autres, c'était Zeus, puis après ça, il a joué genre de Fifth Element, des affaires comme ça, mais c'est pas comme si Arnold Schwarzenegger venait à la lutte pour faire un stunt, c'était juste un nobody musclé qui vient faire un stunt, puis après, sa carrière a levé. T'sais. Donc, c'est un clin d'œil pour les... dans Fifth Element? Le président, je pense. Le président de la fédération, je pense, je sais pas quoi. Là, il est derrière le bureau, là, puis, il y a un œil qui se crisse de l'autre. Ils sont très... Sérieux, hein? Je me souviens de ça, j'ai pas vu depuis 20 ans ce film-là, mais je pense que c'est un peu comme ta caméra se crisse des belles couleurs, mettons. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mon orange beige, c'est spécial. On dirait que t'es dans le sud, c'est correct. On va s'imaginer que t'es au beau soleil dans le sud. Dans le sud, ouais. C'est peut-être ça, en fait, sa bonne humeur d'aujourd'hui à Stéphane. Peut-être qu'il il y a une nouvelle lampe de luminothérapie qu'il met devant son ordi. Là, fait que là, il est rendu rayonnant. C'est une révolution. Il n'est pas si rayonnant que ça. Je vais avoir à le blaster dans quelques instants, de toute façon. OK. J'ai fait. La semaine passée, c'était l'hiver qui s'en venait à Dynamite, le fameux épisode qui a été hypé pendant très longtemps. Nous autres, on vous en a parlé beaucoup aussi. Il est arrivé 2 gros événements. Commençons par le plus majeur en termes là, de storyline aux côtés de la All Elite. Kenny Omega a remporté finalement le championnat de la All Elite Wrestling, pardon, avec l'aide de Don Callis, qui était là aux commentaires, qu'on avait déjà. Puis là, on a fini ça louche en sauvant comme des voleurs pour vraiment comme établir Kenny comme un heel qui, après ça, est parti en se disant on se revoit pas mercredi, mardi la semaine prochaine à Impact. Fait que là, avant d'aller à la suite de ce qui est arrivé, je veux vos commentaires sur ce match de championnat-là et ce heel turn qui s'est passé la semaine dernière. Vas-y, Mathieu. Ben, ma réaction initiale, j'étais un peu mal, parce que le screw job en question, c'était pas quelque chose qui était particulièrement spectaculaire. Quand on pense à Kenny Omega, on associe ça à des matchs qui sont spectaculaires. Puis là, ça finissait
un peu, tu sais, de façon, pas nécessairement en queue de poisson, mais un peu décevante. Oui, c'est un screw job, mais bon, je sais pas, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas chez moi. Là, en plus de les voir se sauver, je sais pas certain, puis là, quand l'intervieweur va voir Don Callis, je disais que je l'appelais Don Callis, là, maintenant, vu que c'est un méchant, je trouve que ça fait bien. Donc, quand il va voir Don Callis, il lui dit, puis que lui, il dit mardi, là, j'ai encore une espèce de malaise, parce que je me suis dit, non, il vient de scraper le moment de fin d'émission avec un botch, il s'est trompé de date. Fait que là, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est tout croche. Mais quand il a dit Impact, là, j'ai fait comme, oh, il y a quelque chose d'important qui vient de se passer. J'étais intrigué, mais j'avais peur en même temps qu'on soit en train de sauter le requin déjà là, dans l'univers de AEW. Donc, qu'on fasse quelque chose qui va trop loin, j'avais peur qu'on soit en train de naviguer à nouveau dans les eaux de Vince Russo et de son booking parfois un petit peu louche là, de cela plusieurs années. Mais en bout de ligne, tu sais, quand j'ai pris le temps de digérer un peu ce qui s'était passé, j'avoue que je suis très intrigué, puis je suis content aussi que le Screwjob n'ait pas été nécessairement spectaculaire, que ça crée une espèce d'effet désagréable chez nous, parce que c'est ça le but. Le but, c'est qu'on haïsse Kenny Omega. Tu sais, on va pas l'haïr s'il fait quelque chose de vraiment méchant, mais de vraiment cool en même temps. Pour que le heat fonctionne, il ne faut pas que ça soit cool. Ce n'était pas cool, mais ça donne le résultat escompté. Donc, bravo. Et là, depuis cette semaine, en fait, depuis qu'on commence à voir Kenny Omega faire sa tournée de champion, il y a l'étoffe d'un champion. Jusqu'à présent, les 3 champions de All Elite Wrestling sont vraiment des excellents choix. Puis c'est le fun parce que, visiblement, il nous raconte 3 histoires complètement différentes avec ces règnes-là, même si celle de Kenny Omega vient juste de commencer. D'accord avec toi, parce que c'est très dangereux avec Kenny Omega, qui est quand même un chouchou, tu sais, de peu importe ce qu'il va faire, il y a des bonnes chances qu'on va le trouver cool puis on va l'aimer, même s'il est méchant. Puis là, ça marche parce que c'était comme, non, je peux pas cheerer réellement pour Kenny, parce que là, de la manière que ça s'est passé, comme tu dis, c'était malaisant, c'était pas le genre d'affaires qu'on veut supporter. Puis en même temps, c'est toujours intéressant les angles, entre guillemets, d'invasion, puis de quand on a des compétitions entre différentes fédérations. Là, clairement, on a perdu Stéphane. Oui, je sais pas rendu. Fait que là, je vais en profiter pour le blaster pendant qu'il n'est pas là. C'est bon. On reviendra sur Omega. Je veux qu'on parle de Sting. C'était l'autre gros point la semaine passée. Sting qui a fait une apparition, le retour de Stinger à TNT pour la première fois depuis 20 ans. Une petite confrontation dans le ring avec justement, c'était Cody et Darby Allin qui étaient là. Là, c'est tout ce que ça a pris pour commencer les commentaires de comme bon, on est à la WCW, et j'ai trouvé ça d'une mauvaise foi, ma foi, assez spectaculaire. Je sais pas tant si c'est Sting qui a été la goutte qui a fait déborder le vase. Je pense que c'était l'annonce de Shaquille O'Neal qui était accueilli de façon un peu plus froide. Mais là, force est d'admettre que moi-même, sur papier, Sting qui revient, tu sais, mettons, je sais pas, c'est quoi, 3 ans, 4 ans après son dernier match à la WWE contre Seth Rollins, sur papier, j'aurais pas été enthousiaste, sauf que d'un point de vue de la mise en scène, l'entrée qu'ils lui ont réservée justement avec la thématique d'épisode Winter is Coming, puis la tempête de neige qui enrobait son retour, ça, j'ai trouvé ça d'un point de vue de la production exceptionnel, et ça a été suffisant pour faire naître en moi un intérêt. Mais bon, moi, je n'écoutais pas la WCW étant plus jeune. Je n'ai aucun souvenir associé à Sting. Les souvenirs que j'ai associés à Sting, c'est genre sa feud avec Seth Rollins. Là. Il y a de cela quelques années. Donc, à la base, c'est pas... Tu sais, je sais que tout le monde, en entendant Tony Schiavone dire « It's Sting », là, tout le monde ressentait une émotion en eux. Moi, c'est pas une émotion qui m'a animé, mais je peux comprendre quand même la joie que ça peut faire naître chez les gens. Stéphane, le commentaire de WCW était d'une mauvaise foi spectaculaire. Ben oui, puis non. Je n'ai qu'une réplique pour vous autres. Sting a 61 ans. Oui, mais on le sait que ces gros noms-là, Flair a 114 ans.
Puis récemment, on l'a encore eu comme figure. Je veux dire, on a toujours... Le problème, c'est quand ces vieilles légendes-là finissent par se mettre over sur le jeune produit. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est 100% là qui est un problème. C'est quand tu ramènes un Goldberg et que tu le fais squasher Kevin Owens, que tu le fais battre The Fiend pour la ceinture. Ça, je suis d'accord que c'est un problème. Et là, on ramène une légende. On ne sait pas encore l'utilisation qu'on va en faire. Un gars qui n'a pas été over-utilisé dans les 20 dernières années. On va s'entendre là, depuis la chute de la WCW. Il a disparu. On a eu une période à WWE, puis après ça... Ah non, c'est vrai, TNA, ça existe pas. 15 ans. TNA, ça existe pas. C'est vrai, j'avais oublié ce bout-là. J'avais effectivement, ça chie un peu mon argumentaire. Mais là, le premier contact qu'on a, c'est avec Darby Allin, qui, somme toute, est un peu un jeune Sting. Fait que moi, tout de suite, j'aime ça, cette image-là, cette possibilité-là de, pas de coaching, mais peut-être de passage de flambeau. C'est ça. Puis pour ce qui est de Shaq, c'est vieux comme le monde à la lutte d'utiliser le mainstream pour essayer de mettre des yeux sur son produit. Shaq anime dans le show de basket à TNT. Puis là, présentement, on a l'air à l'utiliser pour aider à pousser la nouvelle fille, que j'oublie le nom, là, avec qui Brandy est en storyline. Là, rendu là, c'est rien de over the top. On est en train de se donner des matchs puis la belt. Là, on est loin de la WCW, à mon avis. Là. Il faut calmer la peur que ça va être mauvais tout le temps. Ben, c'est pas que ça va être mauvais tout le temps, c'est que c'est le vieux réflexe. T'sais. Je disais, Sting a 61 ans. Arn Anderson en a 62. T'sais, c'est ça, un homme de 60 ans. Il n'est pas supposé d'être la menace justicier. Il n'est pas supposé être impliqué physiquement dans le ring. Arn Anderson, Tully Blanchard sont utilisés. Même Jake Roberts, à la limite, qui a l'air d'être sur le bord d'achever d'une crise de diabète. Peu importe. Ces légendes-là ont toutes le même âge que Sting. Et c'est ça l'utilisation qu'ils ont, c'est d'être des gérants, c'est des figures, c'est du mentorat. Mais là, Sting, tu me le ramènes comme un big deal, comme le gars qui est la balance du pouvoir puis qui freine le groupe de Taz. M'excuse, un dos de 61 ans arrive dans le ring avec un bat de baseball comme Brian Cage. Brian Cage est supposé de leur virer cul par-dessus tête avec le 10 bat de baseball entre les jambes. Là. C'est ce bout-là que j'aime pas. C'est que je peux comme pousser ma crédulité à un niveau puis dire ouais, Sting, légende, ok, je peux le prendre, c'est un gros nom, il fait bouger l'aiguille. Mais Sting, qui aurait peut-être un combat contre Darby Allin pour une raison obscure ou qui m'allume avec une rivalité peut-être avec Cody, pourquoi? Qu'est-ce que Sting a à me donner à part son nom, le maquillage d'en face? Pourquoi c'est pas un GM? Pourquoi c'est pas une figure extérieure? Tu sais, c'est ce bout-là que j'aime pas. Que la WCW a trop stretché à la fin de sa run, quand Macho Man était malade, quand Hogan avait de la misère à marcher. C'était de toujours utiliser la même formule qu'il y a 15 ans. Que Sting soit là, c'est une chose, ça me dérange pas. Mais que Sting soit là, comme il était là en 97, quand Hogan était trop méchant pour la Ligue et que ça prenait une balance de pouvoir, c'est là que ça me fatigue pas mal. Parce que ça fait vraiment longtemps. Là. C'est pas il y a 5 ans, c'est il y a 25 ans. Donc, à un moment donné, il faut passer à un autre appel. Moi, j'ai pas l'impression, par exemple, qu'on le ramène pour être un lutteur à temps plein, mis sur un pied d'égalité avec le reste du roster. Là. Il est là parce que c'est un personnage qui est fort. Puis bon, ça demeure une émission de TV, les émissions de lutte. Il faut raconter des histoires. Je pense que Sting a la possibilité donc de raconter des histoires. Peut-être, pas peut-être, assurément, au cours des prochains mois, on va le voir dans un match, 2 matchs, peut-être 3 matchs, mais selon moi, ça va être gardé seulement pour des moments spéciaux. C'est très rare qu'on va le voir intervenir physiquement. Du moins, c'est mon avis. Mais je pense que justement, on peut se servir de lui pour
pas rabaisser la relève, mais au contraire pour élever la relève. Et justement, Darby Allin, je pense que ça va dans cette direction-là. Tu te dis, peut-être qu'on va avoir un match entre Sting et contre Darby Allin. Moi, je vois pas ça. Je vois plutôt Sting qui va être dans le coin de Darby Allin pour essayer de lui permettre de s'améliorer comme lutteur. Et ça, j'ai pas nécessairement de problème avec ça. Exactement, c'est pour ça que je trouve qu'il est tôt de sauter aux conclusions tout de suite. Puis on se reparlera si Sting bat un joueur majeur en main event de Dynamite éventuellement. Là, on fera comme OK. Et là, pour l'instant, tu te dis Cage n'aurait pas dû sauver. La musique. À un moment donné, il y a des codes aussi dans le monde de la lutte. La musique d'une légende comme Sting pop quand tu es en train déjà de te chamailler dans le ring. Puis, pour moi, c'est tout à fait normal que les méchants fassent What the fuck, c'est Sting, on décalisse. Quoique, cette musique-là, personne ne la connaissait. Ça a pris un bon 2 minutes à tout le monde pour comprendre ce qui arrivait. Ouais, mais ça, c'était pour la surprise. Mais bon, en tout cas, c'est quelque chose qui va être à suivre. On va attendre de voir l'utilisation qui vont être. Mais moi, avec l'utilisation qu'ils ont faite justement de Tully, de Arn, de Jake, des légendes, parce qu'il y en a beaucoup quand même présentement, des légendes dans le roster de All Elite, qui on les voit pas dans le ring en tant que tel. Ils servent de manager, de coach, puis moi, j'ai zéro problème avec ça. Ils sont là pour aider à pusher les nouvelles générations. C'est ça la place de Sting, je suis d'accord. C'est juste que j'ai peur qu'il donne trop de place parce que c'est Sting, puis parce qu'il doit coûter cher. Puis, en fait, je pense que peut-être un dernier élément qui me donne l'impression que le plan, c'est plus de l'utiliser comme un personnage à l'extérieur du ring, c'est le fait qu'on a souligné à quelques reprises que le contrat qu'il vient de signer, c'est un contrat à long terme. T'sais, à la limite, s'il y avait eu juste un contrat spécial d'une couple de mois, peut-être qu'à ce moment-là, on aurait voulu vraiment maximiser ses apparitions en l'utilisant dans le ring le plus possible. Mais là, si on sait qu'à 61 ans, il signe un contrat de plusieurs années avec la AEW, ben c'est certainement pas dans l'optique de lui faire une grosse run dans le ring, parce que ça se pourrait qu'après un seul match, il se reblesse, comme ça avait été le cas avec le powerbomb dans le coin que lui avait servi Seth Rollins, puis là, tous les plans s'effondreraient. Donc, on peut pas penser à moyen terme, voire à long terme avec Sting comme lutteur, mais on peut le faire avec Sting comme personnage. Je veux qu'on retourne sur la question de Kenny Omega. Je vous ai écouté même si ma caméra lâchée. OK, tu nous entendais? Bon, okay. Je veux qu'on avance là, à cette semaine, justement. Mardi, Kenny et Don Callis étaient à Impact sur Twitch, qui est, je pense, pour nous ici, pas mal la meilleure manière de regarder Impact. Je pense pas qu'on a AXS ici au Canada. Un show qui tire, qui amenait peut-être entre 1000 et 3000 viewers simultanés pendant un show normal, en a attiré comme un piqué au-dessus de 50 000. Donc, clairement, ça a marché à amener des yeux sur le produit d'Impact. Moi, premièrement, la première chose que je vais mentionner, c'est que je suis déçu du show que Impact a donné ce soir-là. Je pense que c'est une opportunité manquée. Mettons, au-delà de toutes les affaires, les parties All Elite de la chose, la partie Impact du show, moi, m'a déçu. Je ne sais pas c'est quoi votre opinion là-dessus. Je trouve qu'on aurait dû peut-être essayer. Il aurait dû tout mettre. Il aurait dû. Ça aurait dû être un show là, de chaos total où tu essaies de. Il faut que tu profites de ces yeux-là, puis j'ai pas l'impression qu'ils en ont profité. Mais non, c'est ça. Là, c'est là que tu vois la limitation d'Impact qui tourne toute d'avance. C'était un clip show avec 2-3 matchs. Le segment de Kenny n'était pas live. Donc, pour eux autres, c'est parfait. Ça a bougé l'aiguille au niveau de l'auditoire, mais moi, ça m'a pas donné le goût en tout de revenir à Impact. Ça m'a juste fait comprendre qu'ils ont donc bien des bons lutteurs, puis ils font donc bien rien avec. C'est comme... Quand ton show de 2 heures est rempli pratiquement au tiers de clips les moments les plus hardcore, puis là, on est à lockdown en 2008. Et c'est comme, pourquoi tu me montres ça, là? J'ai plus vu Scott Steiner que le champion du monde là, dans cette émission-là. Une chance, là.
C'est ça, en fait, bon, moi j'avais pas nécessairement l'intention d'écouter Impact mardi soir du début jusqu'à la fin, mais je me suis dit, si il m'accroche, j'étais quand même ouvert là, à cette possibilité-là. Quand j'ai commencé, quand je me suis connecté sur Twitch, c'était un match par équipe, là, de l'équipe de North notamment, dont on entend beaucoup de bien. Je pense que Stéphane, t'es un fan, puis dans le top des meilleures équipes qui est sorti le mois dernier, il était dans le top 5, là, si je ne m'abuse. Alors que c'est comme la seule équipe que je ne connaissais pas. Mais de ce que j'ai vu, c'est peut-être arrivé un mauvais moment du match, mais ça n'a pas réussi à m'accrocher. Je me suis dit, je vais revenir plus tard. Là, je laisse passer comme 15 minutes. Puis là, le match sur lequel je tombe, c'est genre TJ Perkins contre Scott, genre Hawkins, là, tu sais, genre... des anciens de la WWE là, qui ont perdu leur job, mais tu sais, comme Kurt Hawkins, là, c'est ça, que lui, sa gimmick, c'était de perdre tout le temps. Fait que là, je suis comme, sérieux, genre, c'est votre occasion de m'accrocher, puis ce que vous me servez, c'est Kurt Hawkins qui essaye de regagner sa crédibilité. Ça n'a pas du tout fonctionné. Et non seulement ça, sinon, ben, j'ai vu des extraits, là, après ça, en me promenant sur Twitter, sur Reddit, mais c'est l'occasion... comme vous le disiez, pour Impact, de redorer son blason, de se redonner de la crédibilité. Et là, selon ce que j'ai compris, leur champion présentement, leur champion poids lourd, là, c'est encore une fois un ancien de la WWE, qui était champion Cruiserweight. Là. Comment ça s'appelle? Rich Swann, c'est ça. Et là, on a un segment où on lui dit il veut rentrer dans le lounge du champion, mais on dit non, t'es pas comme un assez bon champion, c'est pas pour toi ce lounge-là. Donc, leur principal champion à Impact est un peu enterré juste pour donner plus d'exposure à Kenny Omega. C'est pas Kenny Omega là, qui a besoin d'exposure dans cette dynamique-là. C'est un peu un coup de main que la All Elite donne à Impact pour leur dire on va vous aider à redorer votre blason, mais on n'est pas passé à cause de cette opportunité-là. Donc, je trouve vraiment que c'est une occasion manquée. Je trouve ça dommage. Ouais, mais ça, en fait, il va falloir voir comment il organise la suite. Si tout ça débouche à un Rich Swann contre Kenny Omega au prochain pay-per-view d'Impact, par exemple, là, tu peux avoir quelque chose d'intéressant pour donner un peu de shine à Impact. C'était, je pense, le point fort de l'entrevue d'Omega, parce que il a dit essentiellement la même chose à Dynamite le lendemain. Donc, si vous avez manqué Impact, vous n'avez pas manqué l'essentiel, sauf peut-être l'aspect qui veut être un belt collector. Ça, il ne l'a pas appuyé à Dynamite, tandis qu'Impact, c'était un peu le moteur de sa promo. Il se vouait collectionner des honneurs et des titres. Il y a déjà celui de la AAA qui va défendre, je crois, en fin de semaine. Ou lundi prochain. Là, leur gros show, c'est très bientôt. Donc, il pourrait peut-être ajouter un titre d'Impact. La rumeur, c'est que ça serait vers quelques matchs à l'extérieur de Dynamite et non un truc à long terme avec un gros va-et-vient. Donc, si tu en as juste quelques-uns qu'il faut que tu sélectionnes, ben oui, il faut que tu prennes ton champion d'Impact et que tu essaies de lui donner un bon rub. Il faut que Rich Swann vienne à Dynamite, au pire, avec 2-3 gars d'Impact pour dire « Hey, t'es venu à mon show, ça se passera pas de même. » Mais ce ne sera pas un angle d'invasion à proprement parler. Je pense que c'est plus on établit une base de travail où on n'est pas une compétition. On a une grande fratrie. On fait chacun nos affaires. On ne va pas faire exprès pour se nuire. Une fois de temps en temps, on peut s'aider. Puis ça découle de l'amitié de Don Callis avec Kenny Omega. Mais Callis, probablement que si son contrat expire avec Impact, va faire le saut avec All Elite. Là, je pense que c'est juste une espèce de courroie de transmission. Moi, je vais dire que le turn en tant que tel, le résultat du combat, j'ai aimé ça. Je trouvais ça le fun, je trouvais ça comme, OK, effectivement, ça marche pour vraiment turner Kenny, ce qui n'est pas évident de complètement turner Kenny parce que c'est un peu un Internet darling là, à la base. Ah oui. Moi, pour cette semaine, pour cet angle-là, je leur donne pas la note de passage parce que à Impact, 5 minutes-là, après 2 heures, après ça a fait à épée, pour moi, n'était pas assez fort. Et qu'on répète pratiquement la même promo le lendemain à Dynamite, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça. Ce qui a sauvé, entre guillemets, pour moi, la présence de All Elite à Dynamite, c'est la publicité payée de Tony Khan avec Tony Schiavone. Que ça, c'était drôle. Ça, j'ai aimé ça, voir Tony Khan qui est là, puis faire comme... J'aurais pu l'empêcher si je voulais être là, mais je vais prendre cette opportunité-là, payer cette publicité-là pour mettre des yeux un peu sur le produit de tout le monde. Et ça, j'ai trouvé ça
sympathique, j'ai trouvé ça le fun. Puis, sauf que la même promo 2 soirs en ligne sur 2 shows différents, ça l'a accroché de mon côté. Je vais le dire, là, j'ai pas trippé. C'était paresseux parce qu'en plus, la promo en question te dit hey, on crée des moments, on marque l'histoire, c'est le plus gros. Non, c'est pas. Tu marques pas l'histoire. Ce que tu as accompli, c'est de flipper Kenny méchant puis ramener le cleaner. Ça, c'est le point positif, comme Frank a dit. Kenny est le méchant. C'est ça, moi aussi. Puis là, il arrête pas de teaser que more to come, on n'est pas prêt. Mais étirez-le pas trop parce que j'ai pas tant envie d'attendre après vos annonces. Fait que si c'est pas la semaine prochaine, là, ils ont annoncé 3 gros shows de Dynamite pour finir l'année, le New Year's machin. Embrayer un peu. Parce que là, oui, j'aime ça, Kenny méchant, cocky, puis en hélicoptère et tout ça. Mais si vous faites juste me taper sur ce tambour-là pendant un mois, qu'il y a des grosses affaires puis qui s'en viennent, puis que vous êtes meilleur que le pain tranché, je vais débarquer assez vite. Tu sais, il faut que Moxley revienne brasser la soupe. Faut que quelqu'un... Tu sais, c'est que là, Kenny Omega a techniquement, dans leur discours interne, a screwé la All Elite, a volé le titre, etc. Puis personne de la All Elite a réagi. Pas de Cody, pas, tu sais, il y a personne qui s'est dressé en avant pour lui dire « Hey, c'est pas correct ce que t'as fait », à part Tony un peu en entrevue. Et l'autre, là, non pas Josh Matthews, c'est celui d'Impact, là, mais l'autre en coulisses, Justin Roberts, qui, tu sais, c'est tout. Il est où le balancier pour dire à Kenny « OK, t'es rendu méchant, ben là, il faut que tu payes la conséquence de ton action. » Tu sais, il manque ça. J'imagine qu'il va l'avoir éventuellement, mais là, pour l'instant, c'est ça. Comme Frank a dit, c'est décevant. Je veux aimer ça beaucoup. J'avais un buzz, puis je reste sur ma faim. C'est ça. On en veut plus. On va espérer que qu'ils vont relever la sauce rapidement. On dirait que ce qui fait en sorte, par exemple, que j'ai vite embarqué dans cette histoire-là. Je pense malheureusement que ça relève un petit peu trop du fantasy booking et de la pensée magique. Mais je me suis dit, hey, imaginez si les prochains mois, c'est effectivement Kenny Omega qui se promène de fédération en fédération avec sa gimmick de belt collector, puis qui accumule des championnats, et que ça finit par le mener à New Japan Pro Wrestling. On sait que les négociations continuent d'avoir lieu. C'est pas nécessairement facile entre la AEW et le Japon, mais on essaie de faire en sorte que quelque chose se passe. Et que si Kenny avait réussi à vaincre tout le monde dans les autres fédérations, ben, il n'y a que Kota Ibushi en bout de ligne pour le stopper dans son espèce de volonté de tout gagner. Et ça, si par grand hasard on arrivait à ce moment-là, je pense que ça serait un des grands moments de la décennie. Prends l'équation. Oui, mais t'as juste à prendre l'équation All Elite plus Impact et remplacer Impact Wrestling par New Japan Pro Wrestling, puis c'est pas la même discussion. C'est pas le même. C'est la réelle alliance, entre guillemets, collaboration qu'on veut voir. C'est ça la réalité. Là, c'est compliqué dans une réalité de pandémie, dans 2 continents d'un bord à l'autre de la planète, de faire fonctionner tout ça. Mais oui, le booking de dire Kenny contre Kota, va falloir voir ça éventuellement. Ce qui est compliqué aussi, c'est que All Elite se font des alliés avec la compétition de New Japan. Tu sais, au Japon, All Elite sont avec AAA, mais New Japan, eux autres, sont plus proches de CMLL. CMLL et AAA, c'est le feu et l'eau. Ils ne se parlent pas du tout. Tu sais, aux États-Unis, là, c'est Impact. C'est avec All Elite. Il y a Impact puis ROH, il y a une relation de travail, mais c'est pas tout à fait au point non plus. Fait que, tu sais, on dirait qu'All Elite a pris des alliés qui étaient accessibles. Parce que la New Japan, soit ça marche pas, soit ils y croient pas, ou il y a quelque chose, il y a un os dans le ballonné, comme dirait Mathieu. Mais c'est ça que je trouve un peu qui complique la patente, parce que ça serait du booking de rêve. Là. Si t'as CMLL, All Elite, New Japan, puis tout le monde se passe du talent, puis CMLL travaille un peu avec la Ring of Honor aussi, là, il y a vraiment de quoi à faire, mais on dirait qu'il y a comme trop d'égo encore, là, je pense. Ouais. C'est comme une de mes expressions préférées, l'os dans le ballonné. Pour vrai, je le trouve vraiment génial. C'est ton plus bel inventé. J'ai entendu ça quelque part, puis ça m'a marqué à vie. Ouais, on te donne tout le crédit. Donc, en gros, ça va être à suivre. C'est pas, on n'est pas où on voudrait être dans cette storyline-là. On est là, on voudrait être là. Fait qu'espérons que ça va
laissons le temps, là. On sait qu'ils ont l'intention de partir fort, justement, finir l'année fort. Puis, donc, regardons où ça veut aller. Je veux vous amener du côté de la NXT. Parce que là, c'était War Games en fin de semaine. Première question, depuis quand les takeovers sont le dimanche? C'est vrai, hein? C'est les samedis d'habitude. Moi, ça m'a... Je ne saurais dire. Ça m'a complètement... Il me semble qu'ils en ont fait un autre... Depuis qu'ils sont décalés les fins de semaine de pay-per-view. Là. Ouais. Mais je sais pas pourquoi. Là. Moi, je l'ai écouté décalé. Je l'ai écouté comme dimanche soir, tard en soirée. C'est difficile de ne pas starter un pay-per-view, excusez mon anglais, là, mais hype as fuck, quand le show ouvre sur Warpig. Oui. Ils ont acheté la toune. En partant, là, ils ont mis la clé, là, ils ont parti le char, puis c'est comme « Ah ouais, viens-t'en! » Puis le match, ils ont commencé avec le match des femmes, et pour moi, ce match-là est de la bombe de minute 1 à minute 35 quand ça s'est terminé. Puis ça, c'est peut-être juste à l'intérieur du ring. Là. Je ne suis pas sûr que ça compte à l'extérieur. Là. Le match féminin a été, pour moi, by far meilleur que celui des hommes. C'est pas grave, on n'a pas à les mettre en compétition nécessairement, mais ça a été de la bombe du début à la fin. Ça a été ce qu'on veut d'un War Games. Et tout le monde en est ressorti gagnant. Raquel va être une star. Et Tony Rhea, tout le monde a bien paru. Le saut de la cage dans la fucking poubelle. Pour partir à War Games. C'est le début du match. Tu dis que le match a été parfait de la minute 1 à la minute 35 à peu près. Moi, j'avoue qu'au début du match, dans les, mettons, 5-6 premières minutes, il y avait Dakota Kai contre... je ne sais plus exactement c'était qui son adversaire, mais je trouvais que... C'était Ember Moon au début, puis après ça, Raquel est arrivé, il me semble. C'est ça. Mais j'avais l'impression au début qu'on sentait que les lutteuses n'étaient pas habituées à cet environnement-là de 2 rings, la cage un peu bizarre, et ils cherchaient leur repère. Je trouvais que ça manquait parfois un peu de fluidité, mais donc... Quand le match commençait, je fais comme « Oh! » Moi, j'avais l'impression que ça s'enlignait pour être pénible. Sauf que cet état-là n'a vraiment pas duré. Ça, après 5-6 minutes, là, la machine est partie, ils ont embrayé de vitesse et là, c'est devenu absolument sensationnel jusqu'à la fin. Encore une fois... À chaque fois qu'on a des matchs comme ça, on est impressionné à quel point ils sont capables de trouver des nouveaux spots, de réinventer un peu ce qui est possible de faire. Et là, comme tu l'as mentionné, Io Shirai qui fait son entrée dans le match à l'intérieur d'une poubelle par-dessus la clôture, ça c'était absolument mémorable. J'aimerais ça qu'il y ait des gens qui n'ont jamais été en contact avec la lutte professionnelle et que ça soit leur premier match et qu'ils se disent « OK, voilà les possibilités offertes par le médium de la lutte professionnelle. » Je pense que c'est un bon point de départ. Et sinon, bravo. Je ne m'attendais pas, moi, à voir Raquel Gonzalez être celle qui allait avoir le pin à la fin. J'avoue que dans la brochette de lutteuses qui nous était offerte dans ce match-là, c'est celle probablement que je connaissais le moins. Et donc, pour laquelle j'avais un peu moins d'enthousiasme. Je sais que, bon, physiquement, est intimidante, et ça, c'est bien parce que ça lui permet justement d'être face à face avec des lutteuses comme Rhea Ripley, notamment, qu'on connaît pour son facteur intimidant physiquement. Mais ça contribue. Tu sais, étant donné que, mettons, Dakota Kai, Io Shirai, Ember Moon, toutes les autres, c'est des lutteuses qui sont déjà connu, établi. On profite de ce match-là pour vraiment confirmer l'accession au haut de la carte d'une nouvelle lutteuse. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Donc oui, une excellente note pour ce match-là. Ouais, je pense que c'est ça. C'est quelqu'un, Raquel, en arrière de qui côté de la NXT, on veut pousser. Puis, mais c'est ça, ça reste. Le principal problème du format de War Games, ça reste un peu même si ça fait partie du fun, mais c'est que tu as un 20-25 minutes avant que ça commence réellement, où là, il faut que tu réussisses à bâtir, puis c'est dur de sortir comme et là, on est un de plus. Ça fait que c'est le bout où nous autres, on va dominer. Mais j'ai trouvé que du côté des femmes, on l'a bien fait. Tu sais, il y a une période, je pense, à 4 contre 3, où il y était comme 2 à l'intérieur, 2 à bloquer que l'autre entre. J'ai trouvé qu'on a joué psychologiquement vraiment d'une belle manière avec
tout. Puis, pour moi, c'est si c'est pas du 5 étoiles, c'est du 4 et 3 quarts. Facile, là, même si on ne va pas se lancer à donner des étoiles, là, mais ouais. Celui des hommes a été intéressant aussi, mais c'est juste qu'on dirait qu'il est un peu plus télégraphié, entre guillemets. On s'attendait. C'est sûr que tu as Undisputed Era qui est huge quand même dans l'organigramme de NXT des factions. Puis une nouvelle faction. Je pense que l'histoire qu'on voulait raconter, puis on l'a quand même bien raconté, c'était Undisputed Era qui veut mettre la main sur Pat McAfee, puis on a comme étiré un peu ce moment. Puis quand c'est arrivé, ben, ça a été payant, mais c'est un peu juste ça. Ouais, c'est un peu juste ça. Mais c'est autant celui des femmes, une belle histoire, puis là, on a élevé justement, on veut voir Raquel contre Rhea. Je m'excuse, mais ce match-là va être de l'argent quand ils finissent par le faire. Tu sais, là, encore à NXT cette semaine, les deux se sont croisés. Fait qu'ils vont builder ça, les deux powerhouses de la division féminine. Mais autant les femmes ont réussi ce défi-là d'installer un peu tout le monde, puis de classifier un peu la division féminine, qui est quand même dense, la NXT est vraiment en santé, la division féminine. Mais autant chez les hommes, tu sais, là, tu l'effleurais un peu, Frank, l'angle, c'était mettre la main sur Pat McAfee. Mais honnêtement, tu sais, Undisputed Era a été de tous les Wargames, et là, j'avais une fatigue. C'était trop la même chose, parce que là, c'est leur 3e ou leur 4e Wargames. À un moment donné, ils ne peuvent pas juste se réinventer autant que ça. Donc, les 4 gars d'Undisputed, même si là, ils étaient les gentils, c'est la même dynamique. Ça a trop été fait. Puis, il n'y avait pas d'élément différenciateur comparativement au combat des femmes. Donc, t'es juste, à la fin de la soirée, c'est un long pay-per-view quand même, Wargames. Puis, j'ai pas eu tant de fun que ça à le regarder. C'était correct, là, c'était un bon match, c'était pas mauvais. J'étais juste pas investi. Un coup que tout le monde est rentré, j'étais déjà check-out. C'était trop long. C'est peut-être un des problèmes avec. Ben, c'est un peu long. Puis le produit NXT a quand même souffert depuis le début de la pandémie. Je pense que on a souvent glorifié le live. Puis NXT est ceux qui ont le plus souffert du live, entre guillemets. Je pense que les histoires racontées par la NXT étaient souvent plus comme mieux construites, mieux rappées quand on faisait une semaine de taping qui vont être diffusées pendant un mois puis qui t'amène un gros pay-per-view, que là où on essaye un peu de réagir à toutes les semaines. Puis il faut aussi dire que le roster est plus ce qu'il était. Là, je veux dire, depuis 18 mois, on a perdu beaucoup de gros noms, puis ça paraît. Puis là, en tout cas. On le voyait notamment cette semaine, j'ai vu juste des extraits de l'épisode hebdomadaire, là. Mais bon, là, t'as Finn Balor qui revient, qui se cherche un aspirant. Et donc, ceux qui se présentaient à lui pour être aspirant, bon, c'était Pete Dunne, t'avais pas Punishment Martinez, là, mais son nouveau nom, là, lui... Damien Priest. Damien Priest, c'est ça. Puis tu sais, comme un autre dude qui, en bout de ligne, il n'y en a aucun d'entre eux que je voyais comme un vrai potentiel champion NXT. Finalement, bon, c'est Cross là, qui est revenu, qui va être visiblement le véritable adversaire. Puis j'imagine qu'on va lui redonner un championnat parce qu'il a eu l'occasion d'en profiter pendant à peu près 15 minutes là, lorsqu'il s'est blessé. Mais lui non plus, c'est pas nécessairement un lutteur en qui je suis très, très, très investi. Donc, il y a du bon à NXT, mais le haut de la carte, c'est leur faiblesse présentement. Je suis assez d'accord. Il y a du très bon. Moi, ma déception de la soirée, c'est Ciampa et Thatcher, pas à cause du match, parce qu'il était très cool, le match. Ils sont arrivés tout de suite après le Wargames des femmes. J'étais déjà un peu à bout de souffle, épuisé. Je pense que là, j'avais besoin d'un breather. Là, on est allé directement là-dedans. Puis c'est peut-être juste une question de placement de cartes parce que je ne l'ai pas enjoyé autant que je voulais. Puis autant que je sais que ça a été un bon combat. Puis c'était cool parce que c'est deux gars, moi, que j'adore. Mais surtout Tim Thatcher qu'on veut apprendre à connaître un peu plus. Que j'espère qu'on va pas juste le voir perdre et disparaître. Là. C'est un petit peu des fois le danger. Là. Mais Dexter Loomis, Cameron Grimes, là. Vas-y, excuse-moi.
mais vous êtes en train de me dire que Timothy Thatcher, ça vaut la peine de s'investir en lui, parce que moi, j'avoue que c'est la seule fois que la première fois que je le voyais, puis je n'étais pas trop sûr si jamais ce que je voyais. On va te sortir Thatcher contre Valter à Progress de whatever, 3 ans. Là, le même genre de différent parce qu'ils n'ont pas les mêmes styles, là, mais tu sais, Valter et Dragunov de ce mois-ci, du mois passé, a beaucoup fait parler. Puis Valter, avec Thatcher, avait fait un peu ce genre d'affrontement-là à Progress. Différemment parce que les deux faisaient quand même partie de Ring Camp, donc ils étaient entre guillemets des partenaires qui là avaient à s'affronter. Puis Thatcher en a mangé une tabarnak. Puis, il était mauve après, là, c'était fucking absurde. Mais oui, non, Tim Thatcher, là, comme il est vraiment, vraiment bon. Il est à découvrir. Moi, j'allais dire que Dexter Lumis, Cameron Grimes, c'était 2 gars que je connaissais à fuck all. J'ai apprécié apprendre à les connaître. Je suis relativement intéressé au personnage de Dexter Lumis. Fait que, moi, je veux dire, toi, moi, je suis vraiment pas de ton avis. Je comprends que, oui, c'était peut-être un peu long, là, mais moi, dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un excellent show. Puis, moi, je l'ai tout enjoyé. J'ai aimé l'histoire aussi qu'on a raconté dans le match nord-américain avec Leon Ruff. Puis, fait que non, moi, j'ai trouvé que c'était un très bon show. Mais c'est un bon show, c'est juste que c'est le dernier combat que je trouvais long. C'était trop le même War Games que j'avais déjà vu. Par contre, Pete Dunne, il n'a jamais mieux paru. Seigneur Dieu, il est tombé en fort. Il était dans ceux qui. Il était dans ceux, je pense, qui veulent courir autour après Finn. Puis Pete Dunne est revenu. Tyler Bates est revenu à NXT UK aussi. Ça commence à se regarder tranquillement pas vite. On dirait que la pause pandémique est terminée pour les gars de la Grande-Bretagne. Puis j'avais oublié que je m'ennuyais de Pete Dunne. Et Pete Dunne, je l'adore toujours autant. C'est lui la vedette du combat, à mon avis, toutes ses interventions, puis tout. Puis là, il va être encore dans le portrait, mais tu sais, Mathieu disait que le haut de la carte manque. Mais TikTok, moi, je m'excuse, ça relance NXT parce qu'on ne s'attendait pas à le revoir tout de suite. Karrion Kross, on pensait qu'il serait out encore un bout. Et finalement, il a travaillé comme un fou forcené pour être là en dedans de 6 mois, justement pour ne pas perdre son momentum. Parce que son push était monstrueux cet été. Là, il n'a pas perdu. Il n'a jamais perdu à NXT encore. Donc, j'étais content de le revoir tout de suite. Ils nous l'ont bien amené en plus avec Scarlett qui vient juste dire allô. Puis, il va revenir dans une couple de semaines. Non, il est dans le show. C'était juste, on le laisse passer en 2 segments pour vous donner un peu le goût d'être là. T'sais, NXT, ils n'ont pas de gros show avant la fin de l'année, mais je pense que pour début 2021, avec la fin de semaine du Rumble, ils m'ont repris. Là. J'avais un peu débarqué de NXT, mais War Games m'a remis dedans. J'ai le goût de m'intéresser plus à ce qu'ils font. Je voudrais juste ajouter un petit détail. Austin Theory, c'est pas un lutteur qui m'intéresse particulièrement. Bon, il avait fait quelques mois à Raw là, avec Andrade puis Angel Garza notamment. Bon, je pense que c'est juste en attendant. Et là, d'avoir la révélation que c'était lui derrière le masque de Ghostface depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en tant que tel, j'ai pas popé pour ça. Cela dit, quand il est en train de remonter la rampe avec Johnny Gargano et qui dit à la caméra « It was me », comme virgule, Austin, virgule, « It was me all along ». J'ai trouvé ça un très, très beau clin d'œil, donc à un moment mythique de l'histoire de la lutte quand donc c'était Vince McMahon là, qui était c'est quoi le nom de cette gimmick-là là, le Higher Power. Le Higher Power, c'est ça. It was me, Austin, mais là, It was me, virgule, Austin, moi-même. Donc, un bon petit détail d'écriture. Ça n'a pas été suffisant pour me donner envie de voir où est-ce que cette histoire-là va aller, mais j'ai apprécié le moment. C'est drôle. C'est drôle, Austin Theory, parce que il y a tellement de indie darling que quand ils sont pointés à NXT, on n'en a pas fait un assez big deal. Parce que des fois, je pense qu'ils se disaient peut-être que les mondes ne le connaissent pas. Puis Austin Theory, qui a pratiquement juste fait Evolve, qui était pas un nom, qui était un nom comme un peu connu comme quelqu'un qui avait beaucoup de potentiel puis qui allait pouvoir devenir big, mais qui n'était pas un gros nom encore. Lui, on le traite comme s'il était déjà big. Je comprends pas des fois certaines des décisions.
Je pense que c'est justement à cause que c'était le poulain de Evolve, puis Evolve a toujours été dans le cours arrière de WWE. Fait que tu sais, il y a quoi, il y a 24-25 ans, Austin Theory, là, c'est vraiment un jeune. Je pense que pour eux autres, c'est leur prospect, un peu comme, tu sais, si on remonte quand Roman Reigns est sorti de l'ancêtre d'NXT, mais c'était lui, leur poulain, parce que c'était leur gars, alors que Seth Rollins puis Dean Ambrose ont été montés en même temps. Eux autres, c'était des Indie Darling. Mais Roman, c'était c'est notre talent, on l'a découvert. Je pense qu'Austin Theory rentre dans cette catégorie-là de c'est un des gars de la WWE, même si c'est Evolve qui l'a fait monter. Mais tu sais, je pense que c'est dans 5 ans qu'il va avoir un impact, Austin Theory. Là, on est juste au début de quelque chose. Il butine un peu autour des rivalités. Il va peut-être avoir un peu le spotlight que. J'oublie son nom, là, celui qui s'est mis dans le trouble avec des photos de pénis avec des petits garçons. Là, Ouais, Velveteen Dream avait cette espèce de place de choix-là comme jeune espoir qu'on voyait partout parce que c'était un gars WWE. Là, on était un peu obligé de l'effacer. Puis Austin Theory va peut-être être ce jeune prospect-là qui a grandi dans le giron de la WWE. Pour l'instant, je le trouve encore trop green, mais il y a juste de la place à évoluer. On sait qu'il est talentueux. C'est ça. Messieurs, l'émission tire à sa fin. Je regarde le calendrier puis je suis pas sûr qu'on va refaire un épisode avant Noël. Ça va être à voir. Donc, en attendant, on va vous faire des suggestions. Là, les gars sont même pas au courant que j'allais lui demander ça. Fait que, Stéphane, tu vas, comme on est en confinement et tout le monde va être à la maison, tu vas prendre quelques minutes, tu vas suggérer aux gens des matchs de lutte qu'ils peuvent regarder pendant le confinement. Fait que pendant que tu penses à ça, Mathieu, toi, tu vas me dire, côté télé, côté littérature, qu'est-ce que tu suggères aux gens pendant le temps des fêtes? Ben, côté télé, j'irais plus côté cinéma, c'est plus ça que je regarde ces temps-ci. J'ai découvert, en fait, dans les 2 dernières semaines, 2 films côté 1 que je n'avais jamais vus auparavant. Un qui m'a absolument soufflé, c'est-à-dire 8,5 de Fellini, que j'avais jamais vu. Moi, je suis un grand amateur d'Hubert Aquin en littérature, donc la littérature qu'on pourrait qualifier de baroque, là, avec beaucoup de choses qui se passent, parfois difficiles à suivre, mais il y a comme une espèce de souffle, une énergie que je trouve hypnotisante. Et j'ai retrouvé ça dans 8,5 de Fellini. En plus, c'était divertissant, c'était drôle. Marcello Mastroianni, qui est le personnage principal, c'est un acteur dont j'avais déjà entendu parler, notamment dans la toune de la petite Julie des colocs. Donc, ça a bercé ma jeunesse, le nom Marcello Mastroianni, mais je l'avais jamais vu dans aucun film. Et là, finalement, j'ai vu c'était qui, ce gars-là, et je comprends donc pourquoi il est devenu une aussi grande vedette, surtout en Italie, mais aussi à l'échelle internationale. Donc, un incroyable charisme chez lui. Et cette semaine, Bonnie and Clyde, que j'avais jamais vu non plus. On dirait que c'est un film dont la réputation est plus grande que nature. T'sais, tout le monde a déjà entendu parler de Bonnie and Clyde. Tout le monde sait grosso modo c'est quoi l'histoire. Mais j'avoue qu'à mon premier visionnement, j'ai été moins enchanté. Peut-être que c'est à quoi je m'attendais. Je trouvais ça cabotin dans une certaine mesure, je sais pas. Le film a fini, puis je me suis vraiment demandé, mais pourquoi ce film-là en particulier mérite la cote 1? J'y aurais donné un 3 ou à la limite un 2 peut-être. Peut-être que c'est pour une importance historique, qui est arrivé à un moment qui a permis à Hollywood de se réinventer, mais c'est ça. Je suis pas encore certain d'avoir 100% trippé sur Bonnie and Clyde. Mais donc, dans les fêtes, écoutez les bons films. Stéphane? C'est ça. Écoute, c'est le fun, je t'ai préparé, pis tout. Mais pour les matchs de lutte, tu sais, c'est ça qui est embêtant. Si vous voulez regarder des trucs de cette année, il y a 6 mois où il ne s'est rien passé. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de plonger dans le G1, c'est le temps ou jamais. Écoute, il y a des classiques. Là. Okada Ibushi, c'était de la bombe. Ospreay Takahashi, c'était de la bombe. T'as Okada Takagi aussi. Là, tout... le gros du G1 Climax va vous préparer à Wrestle Kingdom, qui va lancer 2021 sur les chapeaux de roue. Sinon, écoute, si vous voulez vraiment là, prendre des projets, allez fouiller dans les archives un petit peu de Progress. Il y en a sur le network. Il y a du beau matériel là-dedans. Vous allez découvrir un peu pourquoi on aime autant Walter, pourquoi Tyler Bates, pourquoi plein de ces gars-là ont eu des combats. Matt Riddle a eu un règne de champion Atlas à Progress qui est fou raide. Ça, c'est le fun à creuser si vous êtes moins familier parce que
Tu sais, c'est ça. La lutte, on n'a pas beaucoup à rattraper. La ROH a repris ses activités, mais il va y avoir Final Battle, je crois, en fin de semaine ou la semaine prochaine. Donc, tu sais, on se remet dedans tranquillement, pas vite. Mais là, c'est le temps. Faites du rattrapage. Allez voir justement Progress. Reculez un petit peu si vous êtes moins familier que le Japon. Reculez à l'année passée. Allez écouter Wrestle Kingdom. Mettez-vous là-dedans. Sinon, sortez du cadre un petit peu. Allez-y avec des documentaires. Tu sais, je sais que Frank a plongé finalement dans Dark Side of the Ring. C'est tout sur Crave. C'est le temps, là, comme binger ces documentaires-là. Il y en a aussi sur Amazon Prime. Le documentaire de Jake the Snake est encore sur Netflix. Tous les documentaires sur Undertaker. Oui, c'est tout super bon, le podcast de 2 heures, mais aussi celui de Paul Bearer. Tu sais, profitez-en pour juste aller en périphérie, réapprenez à aimer la lutte, parce que le produit, chaque semaine, des fois, c'est lourd, puis les histoires sont pas si bonnes que ça. Écoutez les trucs qui vous parlent. Le documentaire sur Keith Lee, ça a l'air super bon. Tu sais, c'est ça. Prenez-le un petit projet à la fois. Moi, je sais que personnellement, si j'écoute la lutte, je risque de remonter encore plus loin que ça. Parce qu'avant les Rumble, moi, j'aime ça écouter les vieux Rumble des années 80-90 parce que j'étais TQ, parce que c'est ça qui me parle, ma nostalgie. C'était simple. C'était des gros monsieur avec des costumes brillants qui se donnaient des coups très télégraphiés. Sinon, au décès de Pat Patterson, j'ai réécouté son combat contre Sergeant Slaughter à Madison Square Garden. Ça m'a comme donné envie de refouiller un peu ces vieilles affaires-là. Faites-vous juste plaisir. Les archives sur le web, il y en a, là, plus savoir quoi en faire. Beaucoup de même sur le network. Tombez dans des loopholes, là, les classiques. Il y a des trucs de ECW si vous êtes curieux aussi. Donc, allez-y allègrement. Sinon, faites comme Mathieu avec du cinéma. En plus, si vous voulez savoir... pourquoi tout le monde parle de Citizen Kane cette semaine? Il y a le nouveau film de Netflix, là, qui est le film de David Lynch, pas David Lynch, de David Fincher. Un faux making-of de Citizen Kane, puis là, vous allez vous rendre compte que tout le monde fait semblant d'aimer Citizen Kane parce que ça a vieilli, ça n'a pas de maudit bon sens, c'est un classique, qui touche pas, mais en 2020, tu peux pas t'asseoir pour la première fois, regarder Citizen Kane, puis te dire « Wow! » parce que t'as tout déjà vu ça ailleurs, ça a tout été pris, repris, Mank? Chose genre. Ah oui, j'ai entendu parler. Ouais, ok. C'est comme un making-of de fictif de Citizen Kane. Fait que c'est comme le gros buzz, pourquoi tout le monde en parle. Ça va être dans vos suggestions Netflix, assurément. Mais messieurs, malheureusement, c'est toutes des belles suggestions, mais vous aviez tort. La seule suggestion qu'on peut faire aux gens, c'est d'acheter la lutte de Mathieu Poulain. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à toute votre famille, à votre beau-frère, à votre maman, dans l'échange de cadeaux, même à quelqu'un que vous n'aimez pas. Ça peut être quelqu'un que vous n'aimez pas aussi. Allez l'acheter, puis cadeau à donner. Au centre-ville, un petit peu, partout, distribuer l'amour. Écoutez, je peux pas rien dire contre ça. Je suis bien d'accord, je le trouve assez bon. Pour vrai, oui. Profitez de votre temps des fêtes si on ne se reparle pas. Passez du beau temps en famille, dans les petites familles, les petites bulles. Puis, c'est à la maison. Écoute, c'est ça, restez à la maison, faites attention à vous autres. Écoutez les films, écoutez de la lutte, écoutez de la TV, il y en a plein. C'est magique. Faites des sommes, le premier ministre l'a dit, lisez puis faites des sommes. Hein? Faites des siestes. Bon plan des fêtes. Effectivement, il n'y a pas de meilleur mot de la fin que faites des sommes. Merci tout le monde. Passez un beau temps des fêtes. Toodaloo, là.